élections législatives, régionales et locales en Mauritanie, l'opposition accuse l'État d'ingérence dans le scrutin. Accord de cessez-le-feu entre groupes armés en Libye, sa signature a été annoncée par la mission de l'ONU dans le pays. Puis, nouveau coup dur pour l'ex-président brésilien Lula. Son colistier Fernando Haddad est accusé de corruption par le parquet. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. On ouvre cette édition par une note de la Mauritanie où l'opposition accuse l'État d'ingérence dans les élections législatives, régionales et locales de samedi. Il faut dire que le parti au pouvoir et les islamistes sont en tête selon les premiers résultats partiels déjà disponibles. Voici les images. Quelques jours après la tenue des élections législatives locales et régionales en Mauritanie, les premiers résultats partiels sont connus. Et dans la foulée de leur proclamation, l'opposition dénonce d'ores et déjà des problèmes d'organisation et des fraudes massives. Ce sont les candidats qui sont venus protester contre les conditions dans lesquelles se déroulent ces élections. Le premier élément, c'est que l'État s'est ingéré dans ces élections de telle sorte que les candidats de l'opposition sont en réalité en compétition avec l'État. Le parti au pouvoir est en train de faire pression sur les démembrements de la CENI pour modifier les résultats. Et c'est pourquoi nous sommes venus aussi pour exiger une enquête immédiate sur énormément de cas flagrants d'intervention et de pression de toutes sortes pour modifier les résultats. Si l'opposition mauritanienne conteste les conditions de la tenue du scrutin, la mission d'observateur de l'Union africaine, la seule présente samedi, elle estime que les problèmes contestés ne remettraient pas en cause la crédibilité de ces élections. Ce scrutin est considéré comme un test pour le régime du président Mohamed Ould Abdelaziz, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008. Élu en 2009 et réélu en 2014, il a appelé les électeurs à plébisciter l'UPR lors de ces élections. Même registre, mais cette fois-ci au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a été investi président pour un second mandat à Bamako ce mardi. Pendant ce temps, le candidat malheureux Soumaïla Cissé, lui, a organisé un meeting de protestation contre sa réélection sur l'esplanade de la Bourse du Travail. Reportage. Haut et fort, Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus notre président. La prestation de serment de Ibrahim Boubacar Keïta ne semble pas apaiser son rival politique. Alors que se déroulait la cérémonie de son investiture, Soumaïla Cissé tenait un meeting avec ses partisans pour contester la réélection du président. Nous, vous, le camp du changement, unis et solidaires, rassemblés et déterminés, nous ne lâcherons rien. Nous ne céderons pas. Nous finirons par gagner. Nous finirons par triompher. Car nous sommes majoritaires dans le pays. Nous sommes majoritaires dans le pays. Rejette la fraude électorale, rejette le vol de ses votes. C'est pourquoi en quelques heures, tout ce monde s'est réuni en quelques heures pour dénoncer la fraude, pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas à l'investiture qui s'est faite aujourd'hui, pour dire que leur président est et restera Soumaïla Cissé, son excellence Soumaïla Cissé. La Cour constitutionnelle malienne a déclaré IBK vainqueur du second tour de la présidentielle du 12 août avec 67,16% des suffrages contre 32,84% pour son rival, l'ancien ministre des Finances Soumaïla Cissé. Depuis lors, l'opposant n'a de cesse de contester la réélection du président. Au Mozambique, le parti d'opposition Renamo regrette profondément l'exclusion de ses candidats aux prochaines élections. Il dénonce à cet effet un comportement incohérent du gouvernement. Suivez plutôt. Ce que nos adversaires veulent, c'est gagner l'élection avant qu'elle n'arrive, en excluant leurs adversaires potentiels.
Nous regrettons profondément l'exclusion de l'homme qui allait donner une nouvelle dynamique à la ville de Maputo, Venancio Mondlane. Alors que nous, Renamo, négocions avec le gouvernement pour établir une paix effective et durable, ce genre de comportement du gouvernement n'est pas cohérent. Nous n'arrêterons pas de travailler à cause de ces résultats. Donc, nous allons nous venger de cette persécution et gagner la ville de Maputo. Au Sénégal, un sit-in de l'opposition a tourné court ce mardi après-midi à Dakar. Les manifestants voulaient se rendre devant le ministère de l'Intérieur pour dénoncer les condamnations judiciaires des opposants Khalifa Sall et Karim Wade. Le rassemblement n'était pas autorisé par le préfet, les manifestations étant interdites en centre-ville et ce depuis 2011. Voici le reportage. Menant au ministère a été fermé mardi après-midi par des barrages de la police anti-émeute avant le début du rassemblement. La police a ensuite lancé des bombes lacrymogènes vers les manifestants. Le Front de résistance nationale FRN, une coalition de l'opposition, devant le ministère de l'Intérieur, a été interdit par le préfet, selon l'opposition qui a dénoncé un arrêté illégal et anticonstitutionnel. Un test de 2011 interdit les manifestations dans ce périmètre à Dakar. Plusieurs responsables de l'opposition ont été arrêtés. Voilà une illustration encore de la dictature rampante qui est au Sénégal. De l'ennemi plus rampante, elle est réelle. Le député Mohamed Diop Decroix s'est fait arrêter, Alassane Sall s'est fait arrêter devant nous, brutalisé. Comment vous avez un député du peuple sénégalais que les forces de l'ordre embarquent comme ça de la manière la plus ignoble, brutale? C'est pas normal. Macky Sall est un dictateur et ça ne va pas passer. Le Front de résistance nationale FRN a pris l'initiative de ce rassemblement pour la confirmation des candidatures à la présidentielle de 2019 de Karim Wade et de Khalifa Sall, deux responsables de l'opposition dont la participation à ce scrutin est menacée par des décisions de justice. Le FRN réclame aussi la mise en place d'une autorité indépendante pour organiser les élections en 2019 à la place du ministère de l'Intérieur dont le chef Ali Ngoï Ndiaye, membre du parti présidentiel, est accusé de partialité. Il exige aussi l'accès au fichier électoral pour tous et le retrait de la loi sur les parrainages, une nouvelle disposition visant, selon le gouvernement, à limiter le nombre de candidatures à la présidentielle pour une meilleure organisation. Une centaine de prétendants se sont déjà manifestés pour ce scrutin. Au Bénin, les réactions se multiplient au lendemain de l'adoption du nouveau code électoral. Un texte de loi de 397 articles répartis en 7 livres, faisant entre autres obligation aux potentiels candidats de disposer d'une caution de 250 millions de francs CFA pour la présidentielle et 249 millions de francs CFA à la charge des listes pour les législatives. Pour le bureau exécutif de l'USL, entendez l'Union sociale libérale, les députés de la 7e législature, par leur vote, ont créé d'autres problèmes sans résoudre ceux en attente de solutions. Plus de précisions avec Géraldo Gomez, il est le secrétaire général adjoint chargé des questions stratégiques de l'USL. Le principe des cautions n'est pas un principe contesté par nous, puisqu'il existe déjà, nous l'admettons. Nous nous posons simplement la question de savoir si les niveaux qui sont fixés sont des niveaux qui sont suffisamment responsables, conçus, pensés par nos gouvernants, en réalité, en connexion avec notre réalité économique. Concernant la représentation nationale, ça change les règles du jeu. Ça fausse la démocratie locale. Le principe des circonscriptions électorales. Nous en avons 24. À l'évidence, ce nouveau code vient de créer une 25e circonscription électorale qui est nationale. Et qui, sans changer de mode de scrutin, nous impose une nouvelle circonscription électorale qui est le plan national. Il faut avoir 10% du suffrage national exprimé pour pouvoir valider un siège. Cela pose un problème démocratique évident. Candidat dans la première circonscription pour un parti USL, par exemple, je peux ne pas voir mon siège validé parce que mon parti n'aurait pas rassemblé les 10%. Et celui qui est arrivé 3e dans la même circonscription que moi, parce que son parti à lui a rassemblé les 10%, prendra le siège qui est concerné.
cela pose un problème de démocratie locale. La question fiscale est une question qui est jugée en dernier ressort par la Cour suprême. Et là, on est en train de la remettre au niveau de la Cour constitutionnelle qui va décider si oui ou non un administratif nommé a pris une bonne décision ou pas. Lorsque la Cour suprême rendra justice à un concitoyen honnête, par exemple, pour dire que le quitus fiscal qu'on lui a refusé, on ne devrait pas le lui refuser, le mal est déjà fait, c'est trop tard. Donc on est en train de poser des jalons pour fausser le jeu démocratique. Et c'est cela qui n'est pas acceptable. Cette édition se poursuit. La mission de l'ONU en Libye, Manul, a annoncé hier mardi la signature d'un accord de cessez-le-feu entre les groupes armés impliqués dans les combats près de la capitale libyenne. Notons que les affrontements ont fait au moins 50 morts depuis le 27 août dernier. Les images. Une nouvelle trêve a débuté dans la soirée de mardi après une journée de violents affrontements au sud de Tripoli. La mission de l'ONU en Libye annonçait mardi la signature d'un accord de cessez-le-feu entre les groupes armés impliqués dans les combats près de la capitale libyenne. L'ONU n'a pas précisé le lieu de la réunion, mais selon des sources proches des pourparlers, elle s'est tenue à Zawiya, à moins de 50 km à l'ouest de la capitale. Tenue sous l'égide de l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, l'accord a été conclu et signé pour mettre fin aux hostilités, protéger les civils et sauvegarder les biens publics et privés. L'accord prévoit également la réouverture du seul aéroport international en service près de Tripoli, fermé depuis le 31 août en raison des combats. Étaient présents à ces pourparlers des officiers militaires et les chefs des différents groupes armés présents dans et autour de la capitale, ainsi que le ministre de l'Intérieur et d'autres représentants du gouvernement d'union nationale reconnus par la communauté internationale. Déjà la semaine dernière, un accord de cessez-le-feu avait été annoncé par des dignitaires, mais il n'avait été respecté que pendant quelques heures. Depuis le début des hostilités sur le territoire libyen, les combats ont fait au moins 50 morts et 138 blessés et ont déplacé plus de 1800 familles. Puis au Brésil, le parquet de l'État de Sao Paulo a mis en accusation Fernando Haddad, colistier et probable remplaçant de Lula à la présidentielle. Il est accusé de faits présumés de corruption liés à sa campagne pour les municipales de 2012. Nouveau coup dur pour Luiz Inácio Lula da Silva. Le colisteur et probable remplaçant de l'ancien président brésilien est sous le coup d'une accusation de corruption. Fernando Haddad est accusé de faits présumés de corruption liés à sa campagne pour les municipales de 2012. Le parquet l'accuse d'avoir reçu 2,6 millions de reais, soit près d'1 million d'euros au taux de change de l'époque, de la part d'une entreprise du bâtiment pour payer une dette liée à la campagne électorale de 2012 qui lui a permis d'accéder au poste de maire de Sao Paulo. Toujours selon le parquet, l'entreprise en question espérait en retour obtenir des faveurs dans l'obtention de marchés publics. Des allégations refutées par le service de presse de Fernando Haddad qui dénonce une accusation sans preuve fondée sur la délation d'un cadre de l'entreprise qui raconte des histoires selon ses intérêts. Condamné pour corruption, l'accusateur aurait noué un accord de collaboration avec la justice dans l'espoir d'une remise de peine. Fernando Haddad, 55 ans, risque l'inculpation si une mise en accusation est considérée recevable par le juge chargé de l'affaire. Candidat à la vice-présidence sur le ticket de Luiz Inácio Lula da Silva, dont la candidature a été invalidée vendredi par la justice électorale, Haddad est pressenti pour le remplacer en tant que candidat officiel du Parti des travailleurs. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.